Ok, bonjour à tous. On est dans une conversation avec Clémence qui nous a rejoint pour le Pratelier. Et on voulait faire de cette conversation une invitation pour celles et ceux qui nous ont demandé et qui étaient intéressés par le Pratelier. Alors, juste un petit élément de contexte de ce qu'est un Pratelier. Dans le Pratelier, il y a pratique. Donc, c'est un espace où on va expérimenter des choses ensemble, se questionner, mais aussi s'autoriser à peut-être changer de vision du monde ou notre façon de voir les choses pour expérimenter, quoi, faire des choses nouvelles qu'on n'a pas encore faites. Et l'idée, c'est qu'il n'y a pas de figure d'autorité, c'est-à-dire que moi, je suis pas un spécialiste de la petite enfance, voilà, mais qu'on est tous des spécialistes à notre manière, qu'on a tous fait nos expériences dans notre vie, et donc on a tous une valeur à apporter à cet espace. Et donc voilà, c'est le but de cette introduction pour ceux qui la voient, ou voilà, mise en bouche de cette conversation expérimentale pour celles et ceux qui nous rejoindront la prochaine fois, quand on le fera avec celles et ceux qui nous rejoindront. Et donc on est avec Clémence et Sénicio qui a fait une venue dans l'espace, Une incursion. une incursion dans l'espace. Voilà. Il a senti qu'on allait parler des enfants, alors il est venu. Peut-être on peut commencer avec des questions qu'on se pose. Moi j'ai ce truc sujet un peu brûlant d'une amie qui nous a laissé un message audio Hmm. et d'avoir ce truc de... Il y a à la fois sujet de non-violence, peut-être on en parle, et on laisse Clémence être avec Sénécio, et sujet de la non-violence peut-être, Hmm. Hmm. et des limites en fait. Comment distinguer de poser une limite Mm. et d'être dans la non-violence, parce que j'ai l'impression qu'il y a souvent un amalgame entre les deux. Bah, si je le tourne en formule positive, ça serait bienveillance, mais qu'il n'y a pas de bienveillance sans poser des limites non plus. Hmm. Et pour moi, il y a aussi, j'ai envie de donner l'exemple de manière plus concrète pour qu'on comprenne de quoi on parle. Du coup, on était en camping pendant une semaine avec plein d'autres familles et, euh, avec mon fils de 4 ans. Et, euh, et on a l'habitude le soir, quand vraiment c'est difficile pour lui de s'endormir, de le prendre dans les bras et de le contenir pour qu'il arrive à ralentir. Et Parfois, relâcher des émotions aussi. Enfin, c'est ouais, comme si vraiment ça contenir sort, ça son sort, ça état sort. émotionnel, quoi. Et il devient, enfin, et après ça, souvent il se calme ou on arrive à être davantage dans la relation. Enfin, je complète, mais Hmm, est-ce que ouais. toi, tu as d'autres manières de le dire? Et du coup, en fait, elle nous a partagé que donc on était avec elle pendant cette semaine et là, on discutait par message et elle nous a partagé qu'elle avait eu peur de nous dire qu'elle avait l'impression qu'on était violent avec Naos parce qu'elle nous entendait dans la tente, mais elle nous voyait pas, elle savait pas ce qu'on faisait. Et que elle a eu une enfance avec de la violence et qu'elle avait peur qu'on soit violent avec lui. Et, euh, et du coup, moi, je sens que j'ai de la joie qu'elle me partage ça, parce que je sens que ça continue de tisser notre lien qui est aussi challengeant, parce qu'il y a beaucoup de miroirs entre nous deux et entre deux mamans qui vivent plus avec le papa de l'enfant. Et, euh, et en même temps, ça me met aussi en lumière le fait que cette pratique qu'on a et que moi j'ai avec lui depuis qu'il est tout petit et qui à l'origine nous avait été conseillé par des spécialistes. Quand il était tout petit, on l'emmaillotait. Et, euh, et que je me re-questionne vachement régulièrement en fait sur est-ce que c'est juste de continuer à faire ça maintenant qu'il est plus grand? Est-ce qu'on peut pas trop... Pour moi, je sens
je sens que c'est comme s'il y avait aussi enfin, un peu de la violence envers moi-même de faire ça. Parce que je me sens pas. Enfin, en fait, je vois que ça lui fait du bien, je vois que ça fonctionne et que ça lui fait du bien, mais moi, je me sens pas bien de le faire. Enfin, c'est vraiment un truc. Et à chaque fois, je suis toujours à l'intérieur, un peu dans cet entre-deux de est-ce que c'est juste ce que je fais? Est-ce que faut que j'arrête de faire ça? Et voilà, là, ce partage, ça m'a remis encore ça en. Enfin, ça m'a réveillé encore ce questionnement-là. Moi, de mon côté, de ce que je vis ici à Yamatine, mes questions, c'est beaucoup sur comment élever ensemble les enfants et comment communiquer nos différences pour que ça devienne pas, pour qu'on retombe pas dans un schéma où chaque parent s'occupe de son enfant et puis que les différences nous séparent. Mais comment faire pour qu'on s'intéresse à comment le fait l'autre et pourquoi et essayer des choses différentes de ce que nous on a vécu enfant, par exemple. Hmm. Est-ce que tu veux nous donner un exemple? Un exemple concret? Ouais. Bah, un de nos thèmes de différence, c'est la façon dont on prépare les enfants, par exemple, quand ils sont dehors et qu'il fait froid, ou quand ils sont dehors et que ben il y a de l'herbe avec éventuellement des épines. Nous, avec Anton, on décide de se confier beaucoup dans l'expérience de Sénécio et lui enseigner à nous montrer quand il a besoin de chaussures, notamment, qu'il vienne les chercher et pas lui mettre des chaussures d'office s'il en a pas exprimé l'envie ou le besoin. Et puis eux, par exemple, ben, s'ils savent qu'il y a des épines, parce qu'une fois c'est arrivé qu'il y a eu une épine dans la poussette, et ben ils vont mettre toujours des chaussures. Et ils nous demandaient c'était quoi notre notre posture ou qu'est-ce qui est-ce que c'est parce qu'on se rendait pas compte qu'il y avait des épines ou est-ce que c'est parce que jusqu'alors aucun de nous n'a marché sur une épine que on ne prend pas en compte le risque et on le laisse sans chaussures. Et ce sont des petites différences aussi avec le froid. À quel moment est-ce qu'on couvre l'enfant et comment on le couvre, qu'est-ce qu'on lui met, qui, qui crée cette discussion possible entre les différentes façons de s'occuper de nos enfants, quoi. Hmm. J'entends que vous, dans votre relation à Sénécio, vous l'encouragez à faire des choix par lui-même et à faire davantage des expériences que plutôt par rapport à l'autre famille où ils vont peut-être plus prendre des choix pour lui. Enfin, si je caricature, mais Oui. Ouais, c'est un peu ça, ouais. ok. Et puis, bah, enfin, moi, c'est aussi une enquête permanente de quels sont les choix que je dois faire pour lui parce qu'il est trop petit pour les faire et quels sont les besoins que j'apprends à observer sa façon de me les communiquer, même s'il ne sait pas encore parler. Et donc, au lieu d'utiliser ma peur pour euh, être un pas avant et avant même qu'il me demande quelque chose, lui donner, j'essaye de trouver vraiment le moment où il commence à en avoir besoin, là, je lui donne. Par exemple, les chaussures. Et c'est très très rare qu'il nous demande des chaussures. Donc, mon- ma découverte, c'est que, ben, en tout cas, ça fonctionne pour lui de ne pas avoir de chaussures et quand il en veut, il en demande. Il Hmm. vient, il nous amène, il nous montre les bottes. Et donc voilà, ça c'est par exemple une des expériences que je fais. Hmm. Et comment, du coup, tu disais que votre recherche, c'était justement de trouver un peu cet espace de discussion. Est-ce que Ouais. vous avez des outils pour ça ou comment Depuis qu'on créer ce vit cadre ici, de discussion, quoi? ouais. Alors à Inlakesh, on avait un nœud de la technologie du Taurus, du tauroïde, Ouais. on se réunissait une fois par semaine pour parler des enfants, pour prendre des décisions. C'était très formel. Et depuis qu'on est là, on a décidé de faire un peu exploser ce cadre-là et que la personne qui en a besoin convie les autres.
Et donc, finalement, on s'est rendu compte que ce sont plutôt des discussions qu'on a, Célina et moi, aussi parce qu'on est les personnes qui passons plus de temps avec les enfants. Et moi, je me rends compte que j'ai pas forcément d'a priori sur la façon dont eux s'occupent de Louane, donc je viens pas forcément vers elle avec beaucoup de questions. Mais elle vient souvent en me disant, voilà, il y a quelque chose que je porte en moi. J'ai peur de t'en parler parce que je remarque qu'on a des différences et je me demande comment tu le vis. Et là, elle me fait sa question. Et si on voit qu'il y a des émotions qui s'activent dans cette discussion, ce qui est quand même parfois ou souvent le cas, eh ben, on en parle avec d'autres personnes, avec quelqu'un qui peut tenir l'espace pour nous, pour qu'on puisse continuer la conversation. Hmm. Yeah, trop cool. Mais par exemple, cette dernière conversation qu'on a eue sur les vêtements chauds, eh ben, on a réussi à l'avoir toutes les deux sans besoin de faire appel à une troisième personne. Hmm. Donc, peu à peu aussi, la pratique fait que on est de plus en plus agile à... Par exemple, elle vient de plus en plus sous forme de questions. Euh, et puis moi, quand elle vient et elle me demande si elle peut me faire cette question, je aussi créer l'espace de curiosité de recevoir ces questions sans le prendre personnellement, sans me dire, elle est en train de me juger que c'est pas correct ce que je fais avec ces messieurs, par exemple. Hmm. Et ça me permet de rester dans mon centre et dans mon autorité et pas pas vivre la différence depuis un point de vue conflictuel où soit l'une a raison, soit l'autre a raison. Hmm. Moi, j'aime bien ce principe un peu de permaculture sociale, c'est euh, avoir raison ou être en relation. Et Ouais, j'aime bien exactement. cette citation. Et Ouais, ah, je, je continue d'avoir... enfin, c'est chouette que toi, tu parles depuis votre expérience de communauté. Et nous, ouais, bon, on a le but déjà de créer un écolieu, une famille étendue, si je puis dire, où plusieurs familles puissent vivre et en France, du coup. Et on a vécu un moment exceptionnel avec 30 enfants et 60 adultes, voilà, cet été. Et c'était vraiment extraordinaire le fait d'avoir plein de points de vue différents. euh, ouais, plein d'options possibles en fait. Parce que même si ouais. ça allait pas avec quelqu'un ou que c'était pas possible avec quelqu'un, bah, il y avait toujours quelqu'un d'autre. Et enfin, c'était vraiment un espace extraordinaire pour nous, cette retraite. Et je pense qu'il y avait aussi beaucoup de questionnements. Alors nous, c'était plus les questionnements, ça tournait autour de qu'est-ce qui est de l'ordre de la violence? Ouais. Bah, et jusqu'où ce terme peut être utilisé, enfin, il peut être vraiment utilisé, et voilà. Et je vois qu'il y avait des sensibilités différentes par rapport à ça. Et des gens qui étaient prompts à appeler de la violence que nous, on disait poser une limite peut-être plus, Hmm. où j'ai eu moi enfin, une difficulté personnelle et un sujet de recherche pour moi, qui était de comment accepter un autre enfant dans un groupe qui insulte, voire peut être violent physiquement, ou l'a Ouais. été. Et ça a été ma limite. C'est-à-dire que je me suis rencontré avec moi, waouh, je me suis arrivé à un stade où je me dis, je sais pas comment gérer ça, je sais pas comment assurer la sécurité physique et émotionnelle des autres enfants. Euh, et ça m'a fait peur en fait. J'ai eu très peur de qu'est-ce que je peux faire en fait pour continuer à être en relation avec lui, éventuellement l'accompagner. Et à l'époque, et peut-être là je le pose comme une intention si on refait, enfin, et je sens qu'on va la refaire, cette retraite en Sauvageons-nous 2.0, voire 3.0 la prochaine fois. Euh, Ben, ça serait d'avoir des espaces dédiés, enfin, que j'appellerais thérapeutiques, parce que j'ai pas d'autres mots là pour le dire, mais c'est plutôt des espaces où effectivement euh, des adultes qui sont formés à ça puissent accompagner dans l'émotion l'enfant qui a cette violence-là en fait, enfin, ou qui a cette force-là, enfin, voilà. Et moi, c'est vraiment la tristesse que j'ai.
de pas avoir eu cet espace-là et de pas l'avoir posé avant. Ouais. Et voilà, c'est vraiment le sujet de ma recherche, de jusqu'où accompagner et qu'il faut pouvoir avoir le soutien d'une communauté pour pouvoir le faire et Oui, potentiellement des gens formés, quoi. Enfin, et sûrement même, j'ai envie de dire, c'est important d'avoir des gens formés parce que je pouvais pas moi tout seul décider dans ce contexte-là où, enfin, j'aurais pu proposer, mais il aurait fallu que je trouve d'autres compagnons thérapeutes ou accompagnants coachs pour aider l'enfant à transformer, enfin l'enfant presque adolescent, Hmm. enfin voilà, presque adulte quoi, puisque c'était un adolescent quand même, je trouvais assez mature au-delà de Hmm. ses comportements. Et enfin, il avait des réflexions très claires, il était très intelligent et tout quoi. Donc je me dis que c'est un peu un regret que j'ai en fait, un regret ou plus une tristesse, un deuil que j'ai à faire de, c'était pas possible en fait à ce moment-là d'accueillir ça. Ouais. ouais. Et moi, ce qui me vient en t'écoutant, c'est aussi quelle place les adultes laissent à leur propre expérience de transformer des émotions qui émergent quand on voit une situation de violence. Parce que peu de personnes peuvent rester neutres et désidentifiées quand on voit quelque chose qui se passe. Et ce qui me vient, c'est que le premier pas pour pouvoir s'occuper du jeune en question, c'est s'occuper de sa propre émotion, la transformer, et ensuite pouvoir s'approcher du jeune ou de l'enfant euh, depuis ce point-là, où nous-mêmes, euh, on est neutre avec ce qui s'est passé. Parce que sinon, c'est facile de rentrer dans sa propre émotion, et là, ça ne va pas aider l'enfant. Ouais, Hmm. Hmm. ouais, Ouais, moi, ça m'a. Un autre truc qui m'a challengé aussi, c'est de sentir que, bah, justement, quand il y avait un conflit entre deux enfants, de sentir que j'avais une émotion sur ce qui se passait. Ouais. Mais comme j'étais l'adulte le plus proche, ben, tu vois, spontanément, voilà, j'allais pour, euh, pour les soutenir. Et à ce moment-là, il y a un autre adulte qui arrive et où, enfin, je lui laisse la place, quoi. Et en Ouais, fait, le truc qui a été dur pour moi à gérer à ce moment-là, c'est que je me suis... Enfin, j'ai eu plein de choses qui sont venues en même temps. Des jugements de l'autre est meilleur, enfin, l'autre est plus capable que moi de gérer cette situation. mm, Et en même temps de la colère de ben, si on me laisse pas faire, je peux pas m'entraîner. Euh, Enfin, ouais, j'ai eu, en très peu de temps, j'ai eu plein de postures qui se sont mélangées à l'intérieur de moi, tu vois, d'être la victime de quelqu'un, de pas, enfin voilà, de donner mon centre à quelqu'un d'autre. Et là, du coup, ce que tu partages, ça met de la clarté sur, j'avais déjà un bout d'émotion en fait à ce moment-là. Et c'est peut-être juste simplement pour ça que j'ai laissé l'autre faire. Et ouais. que c'est la meilleure chose à faire finalement à ce moment-là, quoi. Si quelqu'un d'autre peut le faire et que tu sens que l'autre personne n'a pas l'émotion, oui. Ouais. hmm, Mm. ouais, Et je trouve que ça, c'est vraiment un truc qui est challengeant dans notre société. C'est qu'il y a un peu ce truc-là enfin, qui se ramène en fait à la compétition, quoi. Oui. De dire non, enfin, un parent, enfin, on doit être parfait en tant que parent, savoir gérer toutes les situations. Et de quoi je vais avoir l'air si je laisse un autre parent gérer une situation de conflit qui implique mon enfant en plus. Mm. Euh, Enfin voilà, pour moi, il y a plein de choses à déconstruire en fait sur ça. Ouais. Et il y a eu quand même enfin des petites situations comme ça où j'ai senti il y avait ça quoi, le regard des autres. Mm. Et j'ai senti que j'arrivais après coup à aller en parler avec l'autre adulte. Et du coup, ça, c'était hyper chouette parce qu'il y avait vraiment beaucoup de bienveillance et bah, comme tu partageais, quoi, d'arriver à, après, partager avec l'autre adulte pour sentir qu'est-ce qui se passe pour chacun, quoi. Ouais. hmm, Oui, pour pouvoir travailler en équipe, tout simplement.
Aussi pouvoir reconnaître, ah, ça m'a aidé que tu viennes parce que j'étais dans une émotion et je savais pas comment gérer le conflit entre nos deux enfants et du coup créer plus se montrer vulnérable pour pouvoir créer plus de confiance entre les adultes et savoir que bah il y a des moments où pour une raison qui est pas forcément rationnelle, on ne sait pas comment réagir et on n'est pas tout seul dans ces cas-là. Mm. Hmm. Ouais, moi je ressens de la tristesse quand je t'écoute, de savoir que bah, plusieurs choses. Cette expérience-là que tu partages et qu'ensuite tu aies pu parler avec les parents et que tu aies pu te sentir plus proche. Et comment cette tristesse-là, elle peut, même si sur le moment, bah, je suppose que c'était la peur qui était le plus présente pour toi, Mm. ensuite laisser place à la tristesse pour pouvoir décider, OK, comment je continue avec cette situation-là. Et pas Mm. comme l'autruche, non, mettre la tête dans le sable et bon, c'est passé, il n'y a plus rien à en redire. Pouvoir continuer, toi, et enfin, en général, continuer à voir, OK, si ça devait se repasser, quelles seraient les autres possibilités que j'ai pas eues à ce moment-là, quoi. Mm. Ouais, carrément. J'ai Hmm. de la joie que tu partages ça parce que, en fait, à la fin de la semaine, je me suis dit, en fait, je suis pas faite pour ça, quoi. Je suis pas faite pour m'occuper de autant d'enfants en même temps. C'est trop pour moi, c'est trop intense. Ça me réveille trop de trucs émotionnels. Je me sens vraiment pas à l'aise. Et, euh, et j'avais un peu une espèce de fierté de reconnaître ça, de me dire bah non, c'est ok, j'ai essayé et ça, enfin j'ai mis un peu comme un, j'ai fermé la porte quoi, j'ai fermé la porte, non c'est bon, merci, au revoir, c'est pas pour moi. Et du coup pendant une séance de coaching où j'ai parlé de ça euh, mon amie là qui me coach, elle m'a dit, elle m'a dit non, 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 mais on va pas fermer la porte en fait. Et du coup, elle m'a dit non, non, on va la laisser bien grande ouverte et puis on va aller voir pourquoi ça te fait ça et qu'est-ce qui joue pour toi et pourquoi ça te met dans des états émotionnels et parce que enfin, j'arrivais un peu en mode non, non, mais ce coaching, je veux que ce soit un coaching professionnel pour mon activité professionnelle. On dit non, mais en fait, il y a tout est lié, hein. Donc, peut-être que il y a ce truc-là qui est challengeant pour toi avec les enfants, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir et qui va aussi te donner sûrement plein de pépites pour ton activité professionnelle. Et du coup, enfin, j'ai envie de rebondir sur ça et sur le fait que aujourd'hui j'ai vraiment cette vision, enfin, j'essaye en tout cas d'avoir plus cette vision de qu'est-ce que il y a un truc qui se passe dans un domaine de ma vie peut nourrir les autres parts, en fait. Et comment être mère, ça m'a aidé à ouvrir plein de possibilités dans d'autres domaines de ma vie. Juste par l'expérience de, ah ouais, ok, on peut faire comme ça. Eh, mais en fait, je pourrais aussi faire ça avec mon boss ou... Ouais, Et ouais, il y a un truc de... Enfin, pour moi, ça m'aide vraiment à travailler ma posture et le fait de travailler sur les limites avec un enfant, bah, en fait, ça fait travailler sur les limites avec n'importe qui, finalement. ouais, Sauf que là, on est obligé, quoi. C'est notre enfant, on est obligé de travailler sur les limites, quoi. Sinon, ça devient le why, quoi. On peut pas se cacher, quoi. On peut pas se cacher et se dire que les autres vont le faire à notre place. ouais, Moi, j'ai beaucoup cette distinction qui me revient parce que lors de cette fameuse retraite dont on parlait, j'ai proposé dès le début, enfin presque au début, des espaces d'écoute pour justement ce qui se passait. Et je me suis rendu compte que la première personne qui en a eu besoin, c'est moi. Et, et donc, j'étais dans cette double impression bizarre de, OK, je propose des espaces d'écoute, mais attends, c'est moi qui ai besoin d'être écouté.
Et donc, je t'ai demandé. Mm. Ensuite, il y a eu plus de clarté. Et puis, quand il y a eu vraiment un moment difficile où justement j'ai senti ma peur, j'ai été capable d'identifier la peur, j'ai été capable de commencer à la sentir. Mais quand elle a pris trop d'intensité et que j'avais pas auprès de moi les personnes à qui demander un espace d'écoute, j'ai pas su être en vulnérabilité avec ma peur. Et du coup, à ce moment-là, enfin, j'ai eu de la réactivité parce que justement, je trouvais pas les personnes ou sur le moment, j'ai pas trouvé les personnes. Et c'est un peu un sujet bah ouais, j'aimerais qu'il y ait davantage de possibilités d'avoir des espaces d'écoute. Et Ouais, Et je trouve que malgré tout, ça a manqué un peu. Euh, enfin, j'ai aussi de la tristesse que ça soit pas dans notre culture finalement, enfin, ou si répandu que ça, euh, de s'écouter profondément, vraiment. Je veux dire, sans le filtre de je vais t'aider ou je vais te conseiller, euh, oui, qui arrive souvent. Mais quand je parle d'écoute, c'est vraiment l'écoute active, profonde et avec des boucles de complétude. Où je vais simplement, enfin simplement, c'est un grand mot, de répéter ce que tu dis, mais avec la même tonalité émotionnelle, la tristesse, la peur, la colère ou la joie. Et en fait, les quelques fois où j'ai pu le faire, ça m'a rapporté de la clarté. Je me suis dit, ah ouais, ok, d'accord. Bon, en fait, je ressens plus de tristesse que je m'imaginais, ou plus de peur. La situation était plus flippante pour moi que ce que je pensais, etc. Mm. Et ça m'a ramené dans, waouh, ok, il se passe vraiment ça pour moi en fait. Et là, je peux décider, soit, ok, je sens que j'ai assez de, comment dire, de clarté et de pouvoir euh, à l'intérieur de moi-même pour pouvoir agir et être présent. Ou alors, c'est pas le cas et j'ai besoin de temps, d'écoute ou de... Je me pose et j'accueille encore mes émotions, mes sentiments, quoi. ouais. Et tout ça, ça m'amène à une question que je me suis posée aussi cet été, que j'ai aussi dirigé un séjour d'été pour les enfants, un séjour de vacances. Hmm. Yes. Et, euh, et en parallèle, j'avais des espaces comme la gym du cœur ou des espaces où j'étais accompagnée par d'autres personnes pour me rendre compte plus profondément. Et une question qui m'est venue, c'est aussi euh, hmm, jusqu'à quel point est-ce que je me montre vulnérable aux enfants? Et ça vient complètement exploser une croyance de ma boîte que pour que les enfants me respectent, il faut que j'ai toujours la réponse, que je sache ce que je fais, que je sois claire, que je sois cohérente. Et en quelque sorte, ça m'emmène dans une pression de j'ai pas le droit à l'erreur, sinon les enfants vont se sentir en insécurité ou euh, vont se rendre compte de mes failles et peuvent en jouer. Et du coup, dans cet espace-là que j'ai eu, je me suis rendu compte d'une stratégie qui était inconsciente, que quand je sentais un certain niveau de peur augmenter en moi, en face des enfants, très vite, je le couvrais avec de la colère qui n'était pas forcément toujours consciente pour prendre une décision, pour séparer les enfants, pour faire quelque chose, de façon à ce qu'ils ne se rendent pas compte que moi, j'avais peur. Mm. Au lieu de leur dire, les voir commencer à se disputer, en disant, voilà, j'ai peur que vous commenciez à vous disputer et je me sens triste parce que j'ai envie que vous jouiez bien ensemble et expliquer vraiment ce qui me passe à l'intérieur. Et en général, je coupe, je sépare les enfants, je fais quelque chose d'un peu fort et les enfants, bon, bah, du coup, ils suivent parce que, ils ont senti aussi que mon niveau de colère avait augmenté d'un coup, quoi. Mm. Et du coup, toute cette expérience-là, je me suis rendu compte, je l'ai fait plusieurs fois pendant le séjour, quand il y avait comme ça un peu une situation conflictuelle ou dangereuse avec des enfants. Et je me suis demandé comment ça serait pour moi d'être plus transparente dans ce que je sens et, et couper un peu ce côté-là.
hiérarchique où l'adulte a raison et ne montre pas ce qu'il sent pour que les enfants le suivent Hmm. finalement. Et je me demande jusqu'à quel point c'est possible de créer cette culture où les enfants apprennent des adultes la vulnérabilité Hmm. et que ce soit pas une faiblesse, que ça en devienne une force et une connexion qu'il y a entre les adultes et les enfants. Ouais. Hmm. Ça me touche ce que tu dis parce que c'est arrivé. En fait, je me rends compte que je suis vraiment, enfin, que j'arrive à être vulnérable avec ma tristesse avec d'autres adultes beaucoup plus facilement aujourd'hui et que j'arrive pas du tout à l'être avec mon fils et que les rares fois où j'ai pleuré devant lui, il m'a dit pourquoi il y a de l'eau qui coule de tes yeux? Et en fait, ça m'a vraiment fait tilt de, ok, en fait, s'il me dit ça, c'est vraiment que ça arrive très rarement, quoi. Parce que justement, j'ai ce truc-là de pas lui montrer quand je suis triste, quoi. Hmm. Et je sens que j'ai un truc un peu comme toi aussi de mettre de la colère par-dessus, quoi. Comme si, voilà, fallait surtout pas qu'on monte ça. Et bon, ça me donne envie d'expérimenter aussi. Ouais, On pourra se partager nos découvertes. ouais. Et aussi un feedback que j'ai reçu de Célina, avec qui bah, on travaille en équipe hein, finalement, même quand il n'y a pas des enfants d'extérieur qui viennent, c'est que si je ne communique pas ce qui se passe, euh, donc là notamment c'était une situation où c'est son fils qui est entré dans une colère un peu hors de contrôle, et c'était moi qui étais en charge des enfants, elle était autour, elle faisait autre chose. Et donc, moi, je me suis restée concentrée sur les enfants qui participaient à l'activité et je lui ai proposé de, d'aller marcher ou de s'éloigner pour pouvoir vivre ce qu'il avait à vivre et qu'il puisse revenir avec nous quand il le souhaitait. Et elle, ça l'a un peu angoissée que son fils soit tout seul pour gérer sa colère. Et à la fois, moi, j'étais toute seule avec les enfants et je me voyais pas quitter tout mon groupe pour un enfant. Donc, c'est le choix que j'ai fait. Et je l'ai pas expliqué, je l'ai pas verbalisé. Et donc, elle est restée dans cette angoisse jusqu'à ce qu'elle se rende compte que son fils, il est parti quelques minutes, hein, 2, 3 minutes, un petit peu plus loin. Et puis ensuite, il est revenu et il a participé à à l'activité avec nous. Comme si, euh, comme si tout allait bien, hein. Ça y est, c'était passé. Et, euh, Et ensuite, à la fin, elle m'a demandé, elle m'a dit, il s'est passé quoi pour toi à ce moment-là? Parce que je t'ai senti très tranquille, comme si tu savais ce que tu faisais. Et moi, j'étais hyper angoissée. Hmm. Et j'aurais eu besoin que tu puisses me dire ce que tu voyais pour pouvoir, moi, descendre de mon émotion de peur, quoi. Et en effet, je me suis rendu compte que plein de fois, je suis avec les enfants et j'ai l'impression de sentir les choses, mais si je ne le communique pas, les personnes autour de moi peuvent pas se sentir en équipe avec moi. Et donc, ça m'a permis d'apprendre à plus communiquer ce que je vois et ce que je sens. Et des fois, la raison que je le fais pas, c'est parce que je pense que c'est une histoire que ça se fait pas devant les enfants. Je peux pas dire devant les enfants, devant tout le monde, vous inquiétez pas, Alou a besoin de quelques minutes pour se tranquilliser, il va revenir. Parce qu'en plus, j'en suis pas sûre. Donc, si Hmm. je dis ça et que finalement, ça ne fonctionne pas, j'ai peur de perdre ma crédibilité et donc je préfère rien dire. Mais quelque part, j'avais quand même un certain niveau de peur de s'il allait réussir à se contenir tout seul. Et oui, il a réussi. Donc voilà, j'en suis à là aussi dans mon apprentissage de communiquer et pouvoir communiquer pas depuis la certitude, mais depuis aussi la peur de j'espère que ça va fonctionner et sinon j'utiliserai mes sentiments du moment présent pour aviser. Hmm. Hmm. Il y a un truc qui me vient, et je sais pas si tu as des possibilités pour ça. Je sais pas en quoi c'est lié, mais euh,
avec le fils de Ludivine, on a ce truc de euh, quand il est content, il tape. Mm. Ouais, Et il nous l'a dit lui-même, quoi. Moi, je lui ai posé la question et je lui ai dit, enfin, à un moment donné où il avait, je crois qu'il tapait sur la table. Je lui ai dit, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu tapes sur la table? Et il m'a dit, parce que quand je suis content ou quand je suis trop content, je tape. Un truc comme ça. Et j'avoue que pour l'instant, je sais toujours pas quoi faire parce que du coup, ça lui prend quand il y a d'autres enfants et Ou d'autres ou adultes. d'autres adultes. Et il est content de voir son papa, il le tape. Il est content de jouer avec un autre enfant, d'un seul coup, il va le taper. ouais, Euh, Et et après, il fait comme ça. Enfin, voilà, comme s'il n'arrivait pas à se retenir. Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça. ouais. C'est lui, quoi. ouais, Parce qu'il s'en rend compte et que ça se fait pas. je sais pas trop moi comment réagir par rapport à ça. Je sais pas si tu as des possibilités par rapport à ça ou des choses qui te viendraient euh, parce que un des trucs que j'aime faire avec lui, c'est pratiquer la joie consciente. Ouais. C'est-à-dire, c'est bouger, danser, célébrer. Et ouais, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que je m'auto-possibilise là, je me donne moi-même une possibilité, mais, Super. euh, Go. euh, mais ouais, peut-être l'aider, enfin, moi, ce qui me vient, c'est peut-être l'aider à célébrer aussi, un peu plus, peut-être, à exprimer sa joie. C'est comme s'il avait un interdit, ou je sais pas, un interdit à exprimer sa joie, ou qu'il sait pas comment le faire, en fait. Ouais, je sais pas trop. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai observé chez d'autres enfants et dès tout petit, hein. C'est Ouais, Nécio, depuis qu'il avait 8-10 mois, quand il est content, je voyais qu'il cherchait le contact physique, comme ça leur donne une sorte d'extase, d'exprimer la joie à travers de la résistance entre leur corps et quelque chose d'autre. Hmm. wow. Et je crois que c'est quelque chose assez spontané, même chez les tout petits, de faire ça. Et du coup, moi, ouais, c'est la possibilité que j'ai, c'est de rediriger cette énergie pour pas que ce soit contre quelque chose ou contre un objet qui soit fragile, par exemple. Ouais. Nous, ce qu'on fait, c'est que je lui donne des coussins, je lui donne des trucs avec quoi il peut. Et c'est être un oui à cette énergie-là, mais pas quand c'est dirigé contre des personnes. Enfin, dirigé sur des personnes, puisque le, l'intention, c'est pas de blesser à ce moment-là, mais bon, c'est le résultat. Du coup, ça, c'est une des possibilités. Et une autre, et du coup, ensuite, je pense que quelque chose qui fait partie de la joie, c'est d'être en contact. Et donc, si tu le fais juste taper sur des coussins, il va lui manquer ce contact-là. Mm. Donc, moi, en général, ensuite, j'essaie de faire une activité où il me sent, où on peut se toucher, voilà, je le dirige, je lui dis, voilà, comme ça, tu peux me toucher. Ça me fait pas mal, ça, j'aime, ça, j'apprécie. Mais par contre, l'étape, ça me fait mal, j'apprécie pas. Et du coup, j'essaye de faire un peu les deux, que lui puisse Mm. utiliser cette énergie-là et ensuite qu'il puisse avoir le contact sans taper. Hmm. Mm. Ok. Et j'en ai parlé avec le maître d'école de Haru, c'est une petite école Waldorf. Et donc lui, sa recommandation, c'était que des fois les enfants, les consistances dures, parce que Sénéché, par exemple, il tapait beaucoup les tables, des choses comme ça, dures, ça active quelque chose un peu qui devient un peu inconscient, comme une extasie, où voilà, ça allait un petit peu hors de contrôle. Et donc lui, ce qu'il m'a proposé, c'était de l'encourager à taper des choses qui ne soient pas aussi dures. Hmm. Et par exemple, quand il était fatigué et qu'il était au sein, il me tapait le corps, mais de façon forte. Et du coup, il m'avait recommandé de mettre quelque chose ici doux pour que lui puisse continuer à avoir ce geste qui lui fait du bien, mais sans le côté dur. Hmm. Donc, Mm. j'ai essayé et c- j'ai l'impression que ça continuait à lui faire du bien
sans créer cette dynamique où il y a besoin de taper de plus en plus fort et il y a comme quelque Mm. chose, je sais pas quel mot mettre sur ça, mais quand les enfants, des fois, ils vont de plus en plus haut et de plus en plus fort et ils veulent crier et ils veulent, et puis ça devient hors contrôle, quoi. Je me demande Mm. jusqu'à quel point aussi on accompagne les enfants à exprimer cette énergie-là quand ça les dépasse complètement. Ouais, Parce qu'en général, quand je le laisse, ce que je me rends compte, c'est que, et souvent, c'est quand ils sont tous les trois ensemble, hein, Haru, Luan et Senesio, vers 6-7 heures, quand c'est bientôt l'heure du coucher, ils commencent à être tout fous, à sauter sur le trampoline et plus fort, et crier plus, et courir plus. Et en fait, ça finit par un qui pleure parce qu'il se blesse, ou deux qui se cognent. Et du coup, j'essaye de pas, pas juste empêcher cette énergie-là, mais réguler de façon à ce que ça devienne pas, ça finisse pas en pleurs, quoi. En ouais, pleurs pour avoir mal. ouais. Et du Hmm. coup, je me demande si c'est peut-être aussi quelque chose qui vous passe avec Naos quand vous dites que le soir, il a un peu ces moments-là où il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, si vous avez trouvé un moyen de gérer la courbe pour que ça monte et ça redescend, et pas rester en haut et puis devoir contenir parce qu'il n'y a plus d'autre façon, quoi. Ouais. S'il y a des Ouais, moyens un petit peu plus... alors, attends, je trouve pas le mot en français, mais plus doux. ouais, Mm. Ouais. ouais, c'est un sujet de recherche et moi, ce qui me vient, c'est soit pratiquer une activité artistique, enfin là, je te dis tout ce qui me passe par l'esprit, danser mais doucement, Ouais, ouais, faire une petite danse, peut-être, Mettre de la musique classique. ouais, mettre une musique douce, ou Mm. chanter même, faire un chant, quoi. Ouais. Enfin, je me rappelle plus ça là tout de suite. Mm. Après, je me souviens d'un truc qu'on faisait aussi quand il était petit, c'est que on allait dehors. ouais, ouais, Le soir, quand il commençait à faire nuit, Ah ouais, on allait dehors ah en ouais. fait. On le sortait dehors. On lui faisait dire au revoir, bonne nuit aux animaux, à la forêt, Hmm. et que souvent ça lui... Ouais, ça l'apaisait de faire ça. ouais, Il prenne conscience que tout va bien, que tout le monde va aller se coucher, et pas juste lui. Ouais, 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 ouais. Et c'est ouais. vrai qu'on ne fait pas ça. Enfin, ici, on le fait pas. Bah, je pense qu'on a... J'ai pas... Moi, j'ai pas le réflexe qu'on est en ville, tu vois. Oui, Mais on a un petit jardin, on a un mini jardin et on pourrait sortir dans le jardin. Oui, ou ouais, là dans la rue quand c'est calme. Ouvrir la fenêtre. Mais sortir, je trouve que Mm. c'est plus fort Ouais. que d'ouvrir la fenêtre. Et Ouais, ça me puis, donne envie de tester ça. ou même, ouais, moi aussi. Mm. Cool, ça nous donne une piste supplémentaire. Et je crois aussi que, tu vois, j'ai l'impression que des fois, on est un peu dans le speed aussi de, on a envie d'avoir notre moment d'adulte et que lui, il aille se coucher. Et, hmm, et peut-être d'anticiper un peu plus le rituel du coucher et qu'il ait du temps pour jouer juste avant, en fait. Ouais, ouais, Parce ouais. que souvent, il dit ça, il dit, mais je veux jouer juste 5 minutes. Et souvent, c'est parce qu'il passe pas beaucoup de temps dans sa chambre, parce que bah, on est souvent dehors. Et du coup, au moment du coucher, on va dans sa chambre et on arrive dans sa chambre, il voit tous ses jouets. Et du coup, bah, il a ouais, envie. Ouais, ouais, Donc peut-être d'anticiper ça et de dire, ok, bah, on trouve, enfin, on fait en sorte qu'il y a un quart d'heure où il peut jouer au train, parce que c'est des activités qui sont calmes en plus. oui, ouais, Et peut l'aider aussi à redescendre de la journée, quoi. ouais. Ou lui redescendre tous ses Lui mettre jouets et comme les ça, mettre il dans le fait. salon et voilà quoi. Ouais. Ouais. Bon, il y a plein de choses à tester. ouais. J'ai beaucoup de joie parce qu'on a parlé de beaucoup plus de choses et on s'était dit qu'on faisait une discussion courte et en fait on a passé 1 heure ensemble. Ah, Wow, peut-être un peu presque. moins, presque 1 heure, ouais, presque 1 heure. Et j'ai beaucoup de joie parce que je sens qu'il y aurait, enfin, qu'on pourrait encore creuser beaucoup les sujets. Oui,
et que moi, ça me donne aussi des pistes pour Naos et que, enfin, j'ai de la joie de tout ça, quoi, de voir. Ouais, et moi, en fait, ce que ça me donne comme possibilité là, c'est que, enfin, je sens que c'est un sujet que j'ai vraiment envie de partager régulièrement et que les prateliers, normalement, c'est une thématique par mois. Et là, en fait, j'aurais envie de presque créer un groupe de recherche sur le sujet de la parentalité Hmm, et qu'on ait un truc régulier, en fait. Et même si c'est pas les mêmes personnes qui viennent à chaque fois, c'est pas grave. Mais Mm. là, tu vois, on s'est donné des possibilités et ouais, j'aurais de la joie à savoir comment ça se passe pour toi et aussi à te partager comment nous, on a essayé des choses. Je me dis que ça pourrait être chouette de se faire un créneau pour ça régulièrement, quoi. Je sais pas Je si ça... sais pas si tu en as entendu parler, mais il y a un groupe, alors c'est en anglais, hein, mais il y a un groupe dans le contexte de Possibility Management. ouais. T'en fais partie? Bah, j'en faisais partie il y a longtemps, genre il y a un an. Et je Ok. l'ai quitté parce que ça faisait trop. Mm. Mais ouais, ça fait un petit moment que plusieurs personnes me disent d'y retourner. C'est peut-être Parce le qu'il moment. y a une personne qui a proposé d'avoir un appel, je crois, mensuel pour pouvoir échanger. Hmm. Et je crois pas que c'est commencé, hein, mais il y a eu la proposition de fait. Et du coup, je me demande si ça ferait pas, enfin, si ça répondrait pas Hmm. à ton envie de créer quelque chose de mensuel, où les personnes qui sont en charge d'enfants puissent avoir un espace pour échanger. Ouais, et en même temps, j'aurais aussi envie de l'ouvrir à le faire en français Ouais. pour ouvrir la Ouais, porte à des personnes ici, quoi. Et moi, ouais, j'aurais complètement. l'envie de l'ouvrir à enfin, En Sauvageons-nous, en fait. De le Ouais. partager, parce qu'on a un groupe WhatsApp avec presque tout le monde, j'imagine. Hmm. Et de le partager et d'inviter à ce Hmm. qu'on se fasse des rencontres Ouais. comme ça, d'une heure tous les mois, un truc comme ça, pour parler Hmm. de... Ouais, Bah oui, vu qu'on a déjà expérimenté ensemble, Ça me paraît, ça peut être cool ça me de paraît indiqué. continuer à explorer. ouais. Carrément. Ben, en tout cas, merci pour cette exploration. Et j'ai de la joie que ce pratelier soit pas juste un pratelier, mais peut-être effectivement le début d'une dynamique. Euh, voilà, j'ai envie de poser, en tout cas de poser l'intention et de voir comment ça résonne chez les autres quand ils regarderont Mm. cet enregistrement. Et j'ai de la joie qu'ils puissent nous trouver bizarres. Moi, ça me donne de la joie en fait, de pouvoir m'exprimer avec bizarrerie et de me dire que je suis enregistré, mais que c'est OK. Et voilà, j'ai envie de partager ça. Et moi aussi, je vous remercie d'avoir créé cet espace qui me tenait à cœur de pouvoir y participer. Et en général, il y a tellement d'or à partager ce qu'on vit un peu de façon isolée et le mettre en commun. Hmm. Donc, moi, s'il y a d'autres dynamiques qui se créent, je suis aussi intéressée pour continuer. Trop bien. Géant. Et moi, j'adore toujours autant te voir au milieu de la forêt. J'ai l'impression du coup de pas vraiment être devant un ordi parce que je passais beaucoup de temps devant un ordi aujourd'hui et du coup j'avais de la résistance à quand même le faire et me dire ah, on va se remettre devant l'écran. Là j'ai un peu l'impression de pas être devant un écran, tu vois. Super. Merci Clémence et à bientôt. À Merci. bientôt. Salut. Salut.